Presque. Faut recommencer. On voulu faire du fric sur la santé des gens, certains sont nos patients. Comment peut-on s'y prendre pour enfin se faire entendre? On va vous raconter ce qui se passe au CHV. Chez nous sur les urgences, au lieu de la traitance, des heures sur un brancard, un voilà une escale. Nous on fait tout ce qu'on peut prendre soin d'eux, mais plus le temps de rien, et on n'a plus moyen. Ici se joue un drame. Et là on sonne l'alarme, ça nous fait mal au cœur, mais on bosse dans la peur. Des crédits, faire des plus délits, conserver tous nos postes, assurer nous des stocks. Dans le noir des urgences, Voilà, en direct du bus qui emmène les soignants de Creil à Paris. On vient de sortir du périphérique, reprise de notre live. On a décidé de les suivre toute la journée en direct pour l'humanité. Arrivé à Paris, rendez-vous à 13h au ministère de la Santé. Et on va en profiter pour leur poser des questions. Sur cette mobilisation exceptionnelle. Un journal qu'on connaît bien et qu'on aime bien, qui titre aujourd'hui « Les soignants refusent le retour à la normale ». La normale, c'est-à-dire ce qui n'est pas normal. Le monde d'avant, le monde où l'hôpital manque de moyens. Voilà, grosse journée de mobilisation nationale aujourd'hui. On le voit avec les soignants de Creil qui se rendent à l'hôpital, mais de partout en France. La mobilisation grandit. Voilà, vous êtes nombreux à suivre ce live. N'hésitez pas à le partager pour donner envie à tout le monde de rejoindre le mouvement. Rendez-vous à 13h au ministère de la Santé. Le bus qui vient d'entrer dans Paris et donc qui se dirige vers le ministère de la Santé. Voilà, un bus affrété par la CGT de l'hôpital de Creil. Alors, vous êtes nombreux à laisser des messages, n'hésitez pas à poser des questions. On va aller voir les soignants tout de suite pour des premiers témoignages. Et ça repart en classe. On voit, il y a pas mal d'ambiance. Bonjour. Est-ce que je peux, on est en direct évidemment pour l'humanité, est-ce que je peux vous demander de vous présenter? Alors moi je suis Corinne, je suis secrétaire de la CGT, je suis psychologue, je travaille en cancérologie. Alors, premièrement, pourquoi cette mobilisation en quelques mots? Est-ce que vous pouvez rappeler les raisons de cette mobilisation nationale aujourd'hui du 16 juin? L'hôpital souffre depuis plusieurs années et ça fait maintenant plus d'1 an et demi que l'hôpital de Creil-Senlis se bat pour améliorer les conditions de prise en charge des patients. Alors il y a les conditions de prise en charge des patients, mais il y a aussi nos conditions de travail et notre niveau de vie. Parce qu'on est pauvre à l'hôpital quand on travaille à l'hôpital. Les patients sont pas pris en charge comme ils le devraient et nous on n'est pas payés comme on le devrait. Alors comment ça s'est passé dans votre service ces dernières semaines, ces derniers mois, notamment pendant la pandémie? Alors moi c'était un peu particulier parce que j'ai quitté la cancérologie pendant 3 mois, j'ai été affectée à la réanimation et aux unités Covid. Donc j'étais en plein dans la réorganisation. Donc ça a été 3 mois difficiles, intenses et en même temps super intéressants parce qu'on a vécu quelque chose de formidable au niveau des équipes. C'est-à-dire il y a eu une solidarité, il y a eu vraiment un esprit de corps des soignants pendant cette pandémie?
Oui, ça a toujours été la force des soignants et là ça s'est encore plus exprimé pendant ces 3 mois. C'est ce qui nous a tenus. C'est vraiment ce qui nous a tous tenus, c'est l'esprit d'équipe, c'est le fait d'être tous solidaires et d'aller tous dans un même sens, avec pour une fois des moyens qui tombaient du ciel, même s'ils ont été un petit peu lents à arriver, ils sont arrivés. C'était presque Noël par moment. On avait du lit, des matériels, de quoi s'occuper des patients, bon, sauf les masques, bien sûr, mais ça c'est pas nouveau sur la planète. Mais on a vécu un moment vraiment très particulier. Et donc aujourd'hui, ce que vous voudriez, c'est que ça continue, parce que ce métier, vous l'aimez, et vous êtes déchiré de ne pas pouvoir le pratiquer dans des conditions satisfaisantes. L'hôpital d'avant, on n'en veut pas, on n'en veut plus. On a goûté là pendant quelques semaines à quelque chose qu'on aimerait avoir tout le temps, des moyens, des lits, une reconnaissance, bon, un peu plus concrète maintenant que des paroles et puis des applaudissements. Donc là, on voudrait vraiment que l'hôpital de demain soit pas celui qu'on a connu avant cette période de crise. On veut vraiment un changement. Merci beaucoup. Je vais continuer à donner la parole peut-être à votre voisin de derrière. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter ? Je m'appelle Fabrice, je travaille à la chambre mortuaire, je suis aussi élu à la CGT, représentant syndical. Alors comment ça s'est passé ces 3 mois, particulièrement dans votre service qui a été extrêmement sollicité ? Moi malheureusement, comme je m'occupais de tous les services, que ce soit la réa, que ce soit tous les services Covid, c'est moi qui allais chercher les corps et justement ça donnait on avait l'impression de vivre quelque chose d'irréel, puisqu'il n'y avait plus le sens de mon travail, puisqu'il n'y a plus de relation famille, puisque là j'allais chercher un corps, je le mettais sous housse, je le scellais, et c'était une mise en bière immédiate pour qu'il aille soit en crémation, soit se faire, sans pouvoir avoir que la famille puisse se recueillir, sans pouvoir soutenir les familles. Alors vous-même, vous êtes de Creil. Est-ce que vous connaissiez des gens qui ont été touchés ? Voilà, c'est ça. En plus, moi, j'habite Creil. Je suis natif de Creil et je vis à Creil. En plus de ça, je suis dans une municipalité à Creil. Je fais partie de plusieurs associations. Donc, je connais beaucoup de personnes. Et effectivement, j'ai été confronté à des gens que je connaissais. Et ça, c'est pour tous les patients. Comme je disais, c'est que quand quelqu'un... Je suis pas fou, je sais que les personnes que j'ai cherchées sont décédées, mais derrière chaque personne décédée, il y a une famille, il y a une histoire. Et le sens, c'est ça, c'est que on a un devoir moral envers ces personnes, c'est qu'ils nous confient un deuil. Et là, on ne pouvait pas faire notre rôle. Comme beaucoup de soignants ici, ils avaient pu... alors on a retrouvé cette solidarité qui redonne un sens à notre travail, puisque c'est le sens, c'est d'être au service de la population. Mais malheureusement, on nous coupe les moyens et ça fait des années qu'on le dit. Donc il a fallu avoir quelque chose de dramatique comme le Covid, où est-ce qu'on a vu que c'était décès sur décès. Ça paraissait, on avait l'impression d'avoir un film d'anticipation. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'ai eu une interrogation sur moi-même. Est-ce que mon boulot a un sens ? Puisque, je vous dis, j'allais chercher décès sur décès et j'allais chercher dans des housses mortuaires blanches. Et j'en avais tellement plus qu'il me restait des housses mortuaires noires. Et le bug que j'ai eu, c'est quand j'ai mis ce corps dans cette housse noire et que je dois mettre son nom au feutre. Voilà, il y a eu toutes ces choses-là où est-ce que ça déshumanise. Et là, moi, je me suis demandé quel est le sens de tout ça. Et la colère m'est venue, puisque c'est vrai, on nous a fait, le gouvernement a demandé qu'on nous applaudisse à 20h, mais on n'est pas des héros, ça je le répète, on n'est pas des héros. Les soignants ont toujours été là, et là moi je tiens à le préciser. Tous ceux que là, on le fait dans la joie, la bonne humeur, mais croyez-moi, il y a de la colère. On a les médecins, que ce soit les infirmières, que ce soit les anesthésistes, que ce soit les psychologues, parce qu'il y a les psychologues aussi, ceux qui sont au laboratoire, ceux qui sont au stérile. Lui, il s'occupe de la sécurité pour que tout se passe bien. On nous enlève tous ces moyens. On nous enlève tous ces moyens parce qu'on veut faire de la médecine publique, une médecine quantitative, et ça, tout le monde a le droit à la santé. Mais il faut nous donner les moyens, parce qu'on n'est pas des héros. Moi, je le répète encore une fois, on est parti à la guerre, on a toujours été à la guerre, mais on ne nous donne pas les armes. Et un soldat sans armes, il ne va pas faire la guerre longtemps. Merci beaucoup pour ce témoignage. On va se revoir dans la manif. Je vais continuer à faire le tour. Merci des témoignages très très forts, comme celui que vous venez d'entendre. Loïc Penn, qu'on a beaucoup entendu. Mais qui ne parle plus. Voilà, mais qu'on met en pause volontairement pour aller interviewer tous ses collègues. Alors, j'approche de l'épicentre de la chanson. Bonjour.
Est-ce que je peux vous demander de vous présenter? Oui, alors je m'appelle Justine, je suis infirmière aux urgences de Creil depuis 10 ans. Alors 10 ans aux urgences de Creil, est-ce que concrètement pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous décrire comment se passe votre quotidien et les difficultés auxquelles vous avez à faire face concrètement? Concrètement, c'est manque de place dans l'hôpital. Le matin, voilà, on retrouve là notamment la semaine dernière 40 patients dans les urgences. Donc on commence notre journée avec 40 patients. Du coup, c'est toute une visite en fait à faire, visite de service, plus assurer les urgences derrière. Donc tout ça, ça engendre beaucoup de temps d'attente et puis des difficultés à s'occuper des patients notamment. Alors, vous êtes depuis 10 ans aux urgences de Creil. Est-ce que vous aimez votre métier? Alors oui, je l'aime beaucoup, on aime beaucoup ce qu'on fait, mais en fait c'est les conditions de travail qui sont très difficiles et c'est ça qu'on déteste en fait. Voilà, le rapport à l'humain, on n'a plus le temps. Donner un verre d'eau en temps et en heure, changer une protection, tout ça, voilà, c'est secondaire en fait. On court partout et on doit se dépêcher, passer de prescription en prescription. Et voilà, ça c'est dur. Ça c'est dur. Vous-même, vous êtes collègues, toutes les deux, c'est ça? Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Nelly, je suis aide-soignante depuis 25 ans aux urgences. Alors, toutes les deux, comment vous avez vécu ces 3 mois pendant la pandémie? Comment ça s'est passé? Et qu'est-ce que vous voulez dire au gouvernement par rapport à la gestion de cette crise? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a manqué de matériel, notamment de masques et de surblouses. Et heureusement qu'on a eu des dons en fait, dons de particuliers, d'entreprises, et ça nous a aidé à tenir. Ça a été fatigant, éprouvant, le fait de s'habiller, se déshabiller, ça a été très, très fatigant, très long, les prises en charge étaient très longues. Et puis la preuve qu'on a manqué de lits, parce qu'en fait on a dû fermer des services pour pouvoir prendre en charge ces patients atteints de Covid. Donc on a fermé le service ambulatoire, les services de médecine, et puis pour pouvoir s'occuper de ces patients. Donc on a dû fermer des lits en fait. Oui, c'est-à-dire que l'hôpital n'était pas du tout calibré pour accueillir ce genre. L'hôpital à flux tendu, tel qu'il est aujourd'hui, n'est pas capable de faire face à une telle situation. On a manqué des lits de réanimation. Il y a la salle de réveil qui a été réquisitionnée pour s'occuper des patients Covid qui étaient en réanimation en fait. Et alors, comment vous êtes senti pendant la pandémie? Est-ce que vous êtes senti en sécurité vous-même en tant que soignant? Est-ce que vous êtes senti en danger par moment par rapport à cette pandémie? Est-ce que vous étiez bien protégé? On va dire au tout début, on a eu beaucoup de mal déjà avec les cadres de santé pour avoir des masques FFP2. C'est qu'au tout début du Covid, en fait, on nous a dit que c'était pas nécessaire. Donc voilà, il a fallu qu'on court après les masques. Les cadres n'étaient pas d'accord pour qu'on les prenne. Donc oui, on a été mis en danger. Oui, ça c'est sûr, on a été mis en danger. Heureusement que nous, on ne s'est pas laissé faire, quoi. Parce que sinon... Il y a eu plusieurs versions en fait. Ouais, il fallait mettre au début les masques chirurgicaux. Finalement, ensuite, il fallait mettre les masques FFP2. On a eu des masques qui étaient périmés aussi depuis plusieurs années, 2011, je crois qu'on a eu. Et puis, on ne pouvait pas. Normalement, il faut changer les masques toutes les 4 heures. Et on n'avait pas accès à ces masques tous les 4 heures en fait. Donc, des fois, on gardait le même masque toute la journée. Est-ce que aujourd'hui, concrètement, vous pensez que le Ségur de la santé, qui a été inauguré il y a 3 semaines, on entre dans la 4e semaine, va apporter des réponses concrètes à vos demandes, qui sont pourtant bien connues, puisque vous vous battez depuis plus d'1 an et demi. Qu'est-ce que vous pensez du Ségur de la santé? En effet, ça fait 1 an et demi là maintenant qu'on est en grève et voilà qu'on demande l'arrêt de fermeture des lits, les réouverture des lits, plus de personnel, la revalorisation des salaires et pour l'instant en fait avec le Ségur de la santé on voit rien arriver. Il y a beaucoup de discussions mais rien n'arrive et voilà, on se demande si vraiment des choses concrètes vont ressortir. Les soignants n'ont pas été conviés non plus à assister aux discussions. Donc, on n'a pas de retour en fait, il n'y a pas de retour de ce qui se passe là-bas. On est muselés, hein. Il n'y a pas de soignants, il n'y a rien, donc tout se passe entre eux. Et on ne saura pas pour l'instant, on ne sait rien. Rien. Alors ce qui ressemble, ce qui est dénoncé comme étant un peu une grande messe
pour endormir un petit peu les choses, soi-disant pour entendre les revendications. Vos revendications, ça fait 1 an et demi que vous les faites vivre partout en France. On a vu des choses fabuleuses à travers des chansons, dans beaucoup d'hôpitaux, une mobilisation très joyeuse en même temps. Qu'est-ce que ça fait cette grande fraternité quelque part des soignants au niveau national, et puis un soutien très fort de la population, puisque ça avait commencé avant même l'épidémie. On a vu vos vidéos partagées des millions de fois sur les réseaux sociaux avec de superbes commentaires de soutien. Donc ça veut dire que ça fait plus d'1 an en fait que la population vous soutient. Donc participer à un mouvement aussi fort, aussi puissant, aussi massif et aussi fraternel, qu'est-ce que ça fait? En fait, ça nous fait plaisir, et on se rend compte que finalement on est tous pareils, on a tous les mêmes difficultés dans toutes les urgences de France, dans les hôpitaux. On vit exactement la même chose. Et là, voilà, on a été applaudis les soirs à 20h au balcon, mais là, vraiment, le mot d'ordre, c'est il faut nous rejoindre dans la rue, en fait. Là, c'est pas que la manif des soignants, c'est la manif de tous ceux qui se préoccupent de la santé. Vraiment, c'est essentiel. Voilà, c'est maintenant qu'il faut se mobiliser, c'est là, maintenant, aujourd'hui. Alors aujourd'hui, donc on est le 16 juin, il est 12h et quelques. Le rassemblement a lieu à partir de 13h. Avenue de Ségur devant le ministère de la Santé. Vous invitez tous ceux qui entendent ce live à venir, à en parler autour d'eux, à le partager évidemment. Nous, on vous invite à partager ce live, bien sûr, pour faire passer l'info. C'est ça, sur Paris ou même en province, il y a une cartographie sur l'interurgence, sur le Facebook de l'interurgence qui regroupe toutes les manifestations. Voilà, il y en a ce matin, il y en a ce midi, il y en a cet après-midi. Donc on invite vraiment toute la population à nous rejoindre. Alors l'interurgence, on le rappelle, c'est le collectif interurgence, c'est ça qui regroupe toutes les urgences de France et qui est à l'origine des grandes de la grande mobilisation. Oui, c'est ça. Et c'est un collectif intersyndical très large. C'est ça, tout à fait. Ok, merci à toutes les deux, c'était très, très, très clair. Et je vais continuer. Alors on est presque arrivé au fond du quart. Et on est presque arrivé sur le lieu de la manifestation. Encore quelques mots, quelques témoignages avant d'aller manifester. Alors, est-ce que je peux vous... Bonjour, on est en direct bien sûr pour l'Humanité. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter? Je suis Sylvie d'Abremont, je suis infirmière anesthésiste à l'hôpital GHPSO Creil-Senlis, on est sur les 2 sites, depuis 15 ans maintenant. Alors pendant 15 ans, est-ce que vous avez vu la situation se dégrader sur votre hôpital? Oui. Oui. Clairement, on n'a pas assez de personnel, il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez de lits, il n'y a pas... Enfin, voilà, tout ce que je pense que les collègues ont déjà dit avant. On n'est pas très bien lotis à l'hôpital, oui. Et est-ce que concrètement, en 15 ans d'exercice de la médecine, est-ce que vous avez senti les choses peu à peu se transformer en quelque chose de moins bien? Moi, je peux dire mon expérience en tant que patient, c'est que je me rappelle petit aller aux urgences et m'y sentir vraiment en sécurité et bien accueilli. Aujourd'hui, c'est un peu la cour des miracles, les urgences. Oui, nous, les urgences, on ne connaît pas trop. Nous, on est surtout au bloc, en salle de réveil, puisque on travaille pas aussi... les infirmiers anesthésistes peuvent aussi faire du SMUR, mais à Creil, on ne fait pas de SMUR. Mais en effet, on se rend compte que, par exemple, des patients qui arrivent au bloc peuvent avoir passé quelques heures, voire même quelques jours aux urgences avant qu'on puisse... Il y a des retards de prise en charge. Ça, c'est clair. Des retards de prise en charge aussi parce qu'il manque des lits, parce que si on n'est pas assez nombreux, puisque la journée, il y a un programme opératoire et les urgences ne se font qu'après le programme, en général, puisqu'il n'y a qu'une salle d'urgence pour toutes les spécialités qu'il peut y avoir. Donc en fait, voilà, donc les gens sont pris en charge la nuit quand c'est possible, mais la nuit, il faut savoir qu'il n'y a qu'une équipe. Il n'y a personne en salle de réveil. Donc ça fait que l'équipe qui endort doit réveiller, on doit faire sortir le patient pour pouvoir en prendre en charge un autre. Ce qui fait que, bien sûr, qu'il y a un retard de prise en charge. Ça, c'est clair. Voilà. Alors aujourd'hui, vous allez manifester avec tous vos collègues de toute la France, à Paris, mais aussi en province. On le rappelle, il y a des rassemblements partout. Vous pouvez retrouver sur... Il y a des rassemblements un peu partout, je crois, devant tous les hôpitaux. Là, on va sur Paris, pour essayer
avoir un peu plus de monde, puis on avait envie, quoi. Enfin, ça nous tenait à cœur de venir là, quoi, pour justement dénoncer ce qu'on vit depuis des années, et puis ce qu'on a surtout qui a été amplifié là. Je pense que de toute façon, la crise sanitaire qui est arrivée là a vraiment montré le vrai visage de l'hôpital, quoi. C'est qu'on est vraiment démunis. Je pense que les collègues l'ont déjà dit, hein, on n'avait pas les moyens de se protéger. Hein, on n'avait pas les masques qu'il fallait, il a fallu se battre pour avoir des masques FFP2. Même des fois quand on prenait des masques FFP2, hein, je pense notamment aux brancardiers, on leur demandait de les enlever parce qu'il n'y avait pas de masque à mettre. En fait, les masques ont été, les masques ont été enfermés dans les bureaux des cadres. Et puis il fallait justifier la prise de masques. Hein, voilà, en fait, les masques et tout ce qui était protection étaient gérés en fonction de la pénurie. Un jour, on mettait des masques, le lendemain, on ne mettait plus de masques, puis maintenant, tout le monde a son masque. Cherchez l'erreur, hein. Enfin, franchement... Alors, on a vu des cas de soignants, malheureusement, qui ont attrapé le Covid-19 à l'hôpital. Et certains sont morts. Ouais. En France, il y a de nombreux cas. Oui, nous, on en a eu pas mal hein, chez nous. Hein, mon collègue, là, on va le citer, hein, puisqu'il est là. Hein. Voilà, hein, il va chercher les patients dans les services, il ne fallait pas mettre de masque. Donc voilà, je pense qu'il l'a attrapé à l'hôpital. Après, bien sûr, la colère est là, hein, puisque on n'a pas eu ce qu'il fallait. On nous a envoyés au front, on va dire, hein, les mots qui ont déjà été donnés, on nous a envoyés au front sans protection. Hein, on était en première ligne et puis voilà. Quand vous voyez que maintenant, il faut toujours... Tout le monde a un masque, même le patient, je parle du bloc, vient au bloc avec un masque, alors qu'au départ, on y allait comme ça. Ouais, ça a été compliqué, d'autant plus que nous, je pense, j'ai entendu Justine tout à l'heure en parler, nous on a arrêté tout ce qui était intervention programmée pendant ces 3 mois. On a monté une SSPI, donc salle de réveil réanimation. Avec tous les collègues. C'est pas forcément un travail que tout le monde connaissait, hein, donc il a fallu en 24 heures, il a fallu s'adapter. On a fait réanimation à la place de la salle de réveil. Donc ça a été aussi des gros investissements. Comme toujours, hein, on compte sur le professionnalisme et puis comme on disait, on aime notre boulot, hein, on est là pour ça. Parce que c'est pas que ce qu'on gagne qu'on... Hein ? On est d'accord. Et alors justement, concernant la rémunération des soignants, aujourd'hui c'est une grande revendication, la revalorisation. Effectivement, l'État jusqu'à maintenant compte sur votre engagement à l'hôpital. Exactement. Parce que vous êtes très engagé. Hein, on l'a vu, pendant 1 an et demi, les urgences étaient en grève et malgré tout continuaient à assurer le service. Donc c'est un peu facile quelque part pour l'État de noyer le poisson. Vous avez décidé, donc c'est la grande journée aujourd'hui, c'est le 16 juin, c'est la première grande journée nationale suite à l'épidémie. Donc j'imagine que vous aviez hâte de vous faire entendre. Oui. D'autant plus que on est beaucoup. Je vais parler pour notre profession, infirmier anesthésiste. Nous, ça fait des années qu'on se bat pour avoir la rémunération déjà qu'on devrait avoir, parce qu'on n'est déjà pas payé au grade master où on est reconnu. Hein, donc ça fait déjà des années qu'on se bat pour ça et qu'on n'arrive pas à avoir la bonne rémunération. Alors, l'un des enjeux sur la rémunération, si je comprends bien, c'est que si les soignants à l'hôpital ne sont pas bien payés, le danger, c'est que l'hôpital se vide. Ouais. Enfin, se vide parce que les soignants vont aller ailleurs. C'est plus attractif. Mais bon, de toute façon, déjà, hein, on voit déjà beaucoup. Hein, le privé, de toute façon, il y a beaucoup de gens qui vont dans le privé. Mais bon, je pense qu'aussi, en libéral, mais bon, je pense que malheureusement, il y a toujours... les écoles sont là, il y a des gens qui sortent, tout le monde ne trouve pas sa place dans le privé non plus. Hein. Voilà, et puis bon, on a notre engagement, c'est ça, c'est là-dessus qui compte. Bien sûr. C'est là-dessus qui compte. Bien sûr, il faut être très, très, très engagé. Alors, vous me parliez de votre collègue, je vais essayer de me tourner vers lui. Est-ce que vous m'autorisez à vous poser une petite question ? Alors d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Moi, je suis Abou, je suis brancardier au bloc opératoire. D'accord, alors Abou, si j'ai bien compris, vous avez, pendant l'épidémie, pendant votre service, vous avez contracté la maladie, c'est ça ? C'est ça, exactement. Je l'ai eu au mois de mars. Sauf que comme ma collègue disait, je la rejoins au début, en fait, le masque était interdit. Ensuite, le masque était obligatoire, sachant qu'on savait que le virus, il était présent au sein de l'hôpital.
Donc voilà, au début il y a eu un petit flou et on n'a pas vraiment compris ce qui se passait. Voilà. Et alors concrètement, vous concernant, comment ça s'est manifesté le virus? Perte de goût et de l'odorat tout simplement. Et j'ai passé le test et c'était positif, tout simplement. Aujourd'hui ça va, je refais du sport, tout va bien. D'accord, bah, tant mieux. Quel bilan vous tirez de toute cette période? Ça a été difficile, je pense, pour tout le monde, pour tous mes collègues qui sont ici présents. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je tenais à être là avec eux et pour les soutenir. Et je pense qu'après cette crise Covid, c'est le bon moment pour se faire entendre. Voilà. C'est la première fois que vous venez manifester comme ça? Moi, c'est la première fois que je viens manifester avec mes collègues. Alors, vous n'êtes pas le premier que j'entends dire ça. À l'entrée du car, il y avait une demoiselle aussi qui disait que c'était sa première manif à Paris. J'ai le sentiment que la mobilisation est plus forte encore qu'avant le Covid. Qu'est-ce que ça raconte? Bon, évidemment, un ras-le-bol encore plus marqué, mais est-ce que vous ne manifestiez pas avant parce que vous aviez l'impression que ça servait à rien ou vous vous sentiez moins concerné? Qu'est-ce qui a fait la différence cette fois-ci? Déjà la différence c'est que le peuple a senti on a senti qu'on avait le peuple derrière nous et c'est une motivation en plus et je pense que l'État peut faire des efforts sur certaines choses et que c'est le moment de se faire vraiment entendre. C'est le moment que tout le monde soit ensemble. Tous ceux qui nous applaudissaient à 20h, c'est le moment d'être là avec nous aujourd'hui et pour les futurs rassemblements qu'il y aura. Eh ben merci, le message est passé. Merci à tous. Hop, on va continuer sous les applaudissements. On est toujours en direct pour l'UMA. Donc, merci pour cette intervention. C'est pas facile de s'exprimer en direct comme ça. Alors, on va continuer à se balader dans ce bus. On est presque arrivé. Est-ce que je peux en profiter pour poser une petite question pour finir ce live à Loïc Penn? Écoute, une petite dernière alors. Une petite dernière question. Alors cette mobilisation, j'ai entendu qu'il y avait des nouveaux participants dans le bus, des gens qui participent pour la première fois. J'ai eu 2 témoignages depuis tout à l'heure. On a le sentiment que cette mobilisation elle est plus forte que d'habitude. De toute façon, il y a un truc qui est simple. D'habitude, il y a un bus pour les 3 hôpitaux de l'Oise, enfin les 4 avec l'hôpital psy. Là, on a un bus par hôpital. Donc, évidemment, déjà sur le nombre, c'est plus important. Et puis, en effet, ce ne sont pas les habitués. C'est-à-dire que ceux-là sont toujours là, les militants de toujours sont venus. Mais ça élargit parce que on a gagné en prise de conscience, y compris dans le personnel, sur le fait que c'était plus tolérable de subir cette politique d'austérité à l'hôpital et qu'on n'est pas là pour demander des moyens, du matériel pour notre propre confort. Moi, un nouveau respirateur ou un nouveau scope, je ne vais pas l'emmener à la maison pour faire une Game Boy. On est là simplement parce que ça nous donne les moyens de travailler. Et qu'on nous refuse ce simple moyen d'accueillir nos patients, ça n'est plus toléré. Donc là, il va falloir changer de braquet sur ce fameux Ségur de la santé et faire des propositions claires en termes de refinancement de l'hôpital public parce qu'il y a des retards monstrueux en économisant tous les ans 1 milliard par-ci, 1,5 milliard par-là. C'est 6 milliards qu'il faut nous redonner sur l'investissement à l'hôpital. C'est 6 milliards qu'il faut nous redonner aussi pour les 300 € pour les salariés. Et puis, il faut embaucher et réouvrir des lits. En tout, c'est en urgence un collectif de 15 milliards qu'il faut débloquer. Et ça, les gens sont en train d'en prendre conscience. Et puis, c'est pas un 15 milliards pour solde de tout compte. Derrière, ça veut dire les grilles de salaire, ça veut dire repenser, y compris les liens entre l'hôpital, la ville, les centres de santé. Enfin, un gros travail à faire. Mais on pourrait dire, ils demandent toujours de l'argent, 15 milliards. Oui, enfin, on vient de donner 15 milliards à l'industrie aéronautique, comme ça, sans contrôle. Donc, c'est pas une hérésie que de demander la même chose pour un secteur qui a prouvé son utilité et ses difficultés durant cette épidémie. Alors là, on le voit, on est bloqué dans Paris par les embouteillages, mais on arrive bientôt au ministère de la Santé. On est avenue de Grenelle. Avenue de Grenelle, c'est un signe, non? C'est un signe, oui. Et on voit donc il y a des terrasses, les Parisiens même sont autorisés, on vient de sortir de la zone rouge. On est en zone verte à Paris, donc on peut rentrer dans les restaurants, on le voit, donc il y a un déconfinement à l'œuvre, une reprise, un retour à la vie, ce que tout le monde salue. En même temps, on a entendu un redémarrage plus exactement de la pandémie en Chine, un peu inquiétant ces dernières 24 heures. Donc le danger
danger d'un retour de la pandémie, d'une deuxième vague à l'automne est bien réel quand même. Ça, on en avait parlé dans un précédent live, mais en effet, on sent bien que là, l'épidémie est en train de marquer le pas en France et de marquer le pas de façon majeure. C'est-à-dire que, on l'avait dit, sur le terrain, on ne voit plus de nouveaux patients venant pour du Covid. Dans nos réas, c'est plutôt des patients qui sont rentrés il y a longtemps et qu'on est en train de sortir. Donc on a vraiment une épidémie qui est en train de s'arrêter. Voilà, maintenant on peut le constater. Ce qui ne nous dispense pas des gestes barrières. Vous voyez, dans le bus, on respecte la logique transport en commun, masque. On respecte encore la logique de distanciation physique, même dans nos rassemblements. Tout à l'heure, vous l'avez vu sur le rassemblement Arcelor, on n'est pas en tas massé. Donc on a toujours ces gestes barrières à mettre en place parce qu'on a eu des foyers épidémiques qui ont ressurgi. Donc il faut continuer pour ça, mais on est en bonne voie d'éteindre cette épidémie. D'éteindre cette épidémie maintenant. Rien ne nous laisse penser qu'il n'y aura pas un rebond automnal-hivernal. Pour l'instant, rien ne nous permet de dire que c'est bon. On a une population qui est toujours massivement non immunisée, on a un virus qui est toujours nouveau, on n'a toujours pas de traitement, toujours pas de vaccin. Donc évidemment, si on se fie à ce qui s'est passé pour d'autres épisodes viraux, la grippe particulièrement, on peut très bien avoir une résurgence. Donc voilà, on va sûrement passer un été plus tranquille que prévu, on va sûrement pouvoir... Voilà, déjà on remanifeste, on est dans les cafés, sur les terrasses, il va y avoir un vote bientôt, les Français pourront réexercer leurs droits démocratiques. Ça ne veut pas dire que tout est fini, gardons les gestes barrières et surtout, donnons-nous les moyens de répondre à une épidémie qui ressurgirait. Et c'est pour ça aussi qu'on est là. On ne va pas recommencer le même cirque, c'est-à-dire pas assez de lits, pas assez de tests, pas assez de masques, il faut se préparer. Et pour se préparer, il faut que les soignants soient prêts aussi et en nombre. Et aujourd'hui, on n'est pas suffisamment nombreux. Alors, j'ai pas écouté tous les témoignages qui ont été recueillis dans ce bus, mais je pense qu'on a tous à peu près la même vision des choses là-dessus. Il faut réembaucher des collègues, réouvrir des lits. Donc c'est pour ça aussi qu'on est là, parce qu'on ne va pas revivre encore une fois la même chose. Donc cette épidémie, ça a été une vraie leçon sur le fait que l'hôpital doit complètement se repenser dans son financement, dans ses modes d'accueil, arrêter les logiques ambulatoires parce que ça ne concerne qu'une petite partie de la population, certainement pas tous les patients âgés polypathologiques. Alors on rappelle la logique en question, c'est celle qui consiste à soigner, à faire sortir tout de suite le malade et à ne pas le garder à l'hôpital, c'est ça ? Oui, c'est une logique qui peut être valable pour toute une partie des patients, mais qui sont minoritaires. Notre public, dans les hôpitaux publics aujourd'hui, ce sont beaucoup des patients âgés polypathologiques et l'ambulatoire ne peut pas les concerner parce que ils ont des pathologies qui sont trop lourdes pour être gérées en 2 secondes. Et pourtant, cette logique de l'ambulatoire, c'est ce qui a permis de justifier la fermeture de dizaines de milliers de lits ces dernières années, 100 000 en 20 ans. Il faut les regagner. Rien que pour être au niveau de l'Allemagne, il faut les regagner. Et pareil pour les réas, on est en train de refermer là, tout ce qu'on a ouvert. Si on voulait être juste au niveau de ce que font les Allemands, c'est 10 000 lits de réa. Il faut doubler notre capacité. Donc là, on a à réfléchir à ça. Pour les salaires, c'est pareil. On demande 20% d'augmentation. On pourrait dire c'est énorme. Ça nous mettrait les infirmières françaises, même pas au niveau des infirmières allemandes. Elles sont payées 25% plus cher. Donc c'est pas non plus une aberration. Simplement, on a tellement pris l'habitude d'entendre c'est impossible, il n'y a pas d'argent, qu'on finit par plus oser demander. Il y a de l'argent, beaucoup d'argent. La France n'a jamais été aussi riche de son histoire, même avec ce qui vient de se passer pour le Covid. Simplement, c'est très mal réparti. Et là, voir des centaines de milliards qui partent avec le plan européen et le plan français directement sur les grandes entreprises et dans les poches des actionnaires sans aucun critère, oui, ça doit faire réfléchir tout le monde et dire on met des critères, il faut aider les entreprises qui créent de l'emploi, pas celles qui vont augmenter leurs profits boursiers. Et pour celles-là, il n'y a peut-être pas besoin de leur donner, il y a d'autres priorités, l'hôpital en est une. Et si on a encore des besoins, je les invite quand même à se retourner vers les paradis fiscaux, parce qu'on a oublié d'en parler pendant cette période, mais ils ont toujours été hyper actifs. Donc vous le dites, de l'argent il y en a eu 15 milliards pour l'aéronautique sans sourciller. Vous demandez 15 milliards pour l'hôpital tout de suite. On mesure bien à quel point l'hôpital est bien plus essentiel en cette période que les avions. Oui, c'est une évidence, mais visiblement pas dans la tête de ce gouvernement. On est là pour lui mettre un peu de plomb dans la tête, justement. Au sens figuré quand même.
au sens figuré bien sûr, mais vous allez le faire avec beaucoup de détermination, dans la joie, la bonne humeur, comme vous le savez le faire sur les manifs santé. Un dernier mot peut-être sur l'interdiction de cette manifestation, puisqu'aujourd'hui aucun rassemblement de plus de 10 personnes n'est autorisé. La Ligue des droits de l'homme demande la levée de cette interdiction, l'a demandé depuis un moment, parle d'atteinte aux libertés. Emmanuel Macron a dit que cette interdiction perdurait. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que la parole du chef de l'État est décrédibilisée, y compris ce qui vient de se passer avec son intervention, sa dernière intervention la dimanche, un grand discours d'autosatisfaction pour ne rien dire d'autre que qu'il est formidable. Franchement, c'est plus possible que la parole soit confisquée en permanence par l'exécutif. À un moment donné, le Parlement doit reprendre ses droits et la rue doit reprendre ses droits. C'est pas possible qu'on continue à accepter un truc pareil. Ça ressemble, moi je le vis comme de l'oppression, hein, et à un moment donné, quand on ressent l'oppression, on a le devoir de se révolter face à une telle situation. D'ailleurs, c'est dans la Constitution de 1793, pardon. Donc voilà, à un moment donné, voilà, c'est aussi un devoir que de venir manifester, de venir dire les choses, parce qu'on a aujourd'hui un discours de pensée unique qui n'est plus véhiculé que par l'exécutif. Quand on a tout réouvert et qu'on nous explique que les manifestations c'est dangereux alors qu'elles sont en plein air, j'y vois des arrière-pensées. Voilà. Merci. On va continuer à suivre. On va bientôt terminer ce live et peut-être en chanson. Et on reprendra en direct avec vous tout à l'heure sur la manif. Aucun privilège, seul un tapis rouge pour les dirigeants. Imprégnés du sang des patients, vous négligez consciemment. Motivés, motivés, pense pas qu'on va lâcher. Motivés, motivés, on reste motivés. Motivés, motivés, pense pas qu'on va lâcher. Motivés, motivés, on reste motivés. On va rester motivés pour pas que l'on trépasse. On va rester motivés, il faut que ça se sache. On va rester motivés, Véran laisse ta place. On va rester motivés, on est sortis en masse. Voilà, on va rester motivés. On vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour le départ de la manifestation. On sera au départ. Donc là, on est avec les soignants de Creil. Et partout en France, la mobilisation est générale aujourd'hui pour l'hôpital. Tous ceux qui veulent rejoindre le mouvement sont les bienvenus. Les soignants appellent l'ensemble de ceux qui ont applaudi aux fenêtres pendant la pandémie se joindre à eux. Voilà, un dernier coucou au bus et on se donne rendez-vous dans quelques minutes pour la manifestation. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live et de tous les partages. N'hésitez pas à partager encore. Beaucoup d'infos aujourd'hui sur le site de l'UMA que vous pouvez retrouver facilement sur humanité.fr. Beaucoup d'analyses et de données sur la santé et la mobilisation des soignants, les possibilités de financement comme le disait Loïc Penn à l'instant. Voilà, à très vite, à tout à l'heure.